Est-ce que, pour la raison d'État, j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes? Et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale? On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated. On a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre. C'est ça la grande morale. Un service de renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire. Août 1944, Paris est libéré. Le général de Gaulle descend en vainqueur les Champs-Élysées. Les Français reconnaissent en lui leur libérateur. L'officier insoumis s'était levé contre l'occupation de la France. Soutenu par les Alliés, il a pu mener le combat qui a conduit au débarquement de Normandie, puis à la victoire. Mais ces exploits n'auraient pas été possibles sans un petit groupe de néophytes aussi rebelles que leur chef. Des amateurs qui ne connaissaient rien aux services secrets, conduisant des missions d'une audace folle. Clandestinement, ils ont écrit durant cette guerre certaines des plus belles pages de l'histoire de France. Une histoire de l'ombre, parallèle, inconnue, qui commence 4 ans plus tôt. Juin 1940, la France a subi la plus grave défaite de son histoire. À l'écrasement militaire succède un armistice inacceptable. Le territoire est largement occupé. La France n'est pas seulement écrasée, elle est humiliée. Le général de Gaulle est à Londres avec la poignée de volontaires qui ont répondu à son appel. Il n'accepte pas la défaite. L'armistice lui est intolérable. Il veut continuer le combat et incarner la France qui poursuit la lutte. Pour cela, il doit savoir ce qui se passe sur le territoire national. Le général a besoin d'un service de renseignement autonome et dévoué à sa personne avec ses agents, ses armes, ses communications. Mais il manque de professionnels. Les services de renseignement de l'avant-guerre sont demeurés au sein de l'armée d'armistice, fidèle à Pétain. Ils n'ont pas rejoint de Gaulle à Londres. Le général est seul. Le général de Gaulle avait besoin d'un service de renseignement. Il a essayé d'organiser quelque chose, de bricoler quelque chose, il faut bien le dire, car parmi ceux qu'il avait rejoints, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes des services secrets. Dès le 30 juin 1940, 8 jours après l'armistice signé par Pétain, le général reçoit le jeune André de Wavrin, alias colonel Passy, 29 ans, polytechnicien et professeur de fortification à Saint-Cyr. De Gaulle lui demande de mettre sur pied un service de renseignement, indispensable outil clandestin qui lui permettra de se tenir informé sur ce qui se passe en France et d'agir contre l'ennemi. Mon patron, c'était le colonel Passy. J'ai fait sa connaissance, je l'ai trouvé très rigoureux, un peu renfermé. On savait qu'il menait une vie assez austère. On avait de l'admiration pour lui et on constatait naturellement qu'il menait une action pour laquelle il n'avait jamais été formé. Après une première étude, Passy réclame des moyens à De Gaulle. « Mon général, je n'y connais rien, mais j'ai réfléchi quand même à ce qu'il me faudrait. Je voudrais bien avoir des hommes, de l'argent et des moyens de transmission, parce que ça sera indispensable si l'on veut établir des liaisons avec la France. » De Gaulle répond « De l'argent, je n'en ai pas. Des moyens de transmission, je n'en ai pas.
Et les hommes, eh bien, vous n'avez qu'à vous promener dans Londres, il y a plein de Français, et vous ferez du recrutement. Pour le jeune Passy, la mission est complexe et inédite. Il doit inventer les manières d'espionner son propre pays, dans lequel beaucoup de gens sont prêts à renseigner, pourvu qu'on le leur demande. Il innove. En plus de former des agents, il va développer des réseaux de renseignement clandestins qui, sous l'autorité du général, fonctionneront jusqu'à la libération. Pour l'aider, Passy fait une rencontre de la plus grande importance. Gilbert Renaud, alias Morin, alias Jean-Luc, alias Watteau, alias Roulier, alias Recordier, et surtout alias Colonel Rémy, le pseudonyme qu'il conservera toute sa vie. Ce producteur de cinéma est un homme de droite, catholique fervent. Il offre ses services au colonel Passy. La recrue est indocile, mais excellente. La couverture du colonel Rémy ne sera autre que celle de producteur. Passy a gratté ce qu'il a pu dans les tiroirs de la Francine, on m'a donné 20 000 francs. 20 000 francs de l'époque. Je veux bien, mais enfin, c'était tout. Et puis je suis parti. J'avais une adresse à Lisbonne, je suis allé trouver le chef de la cinématographie portugaise, en lui disant que je devais faire un film sur Colomb, mais que Magellan, ce qui est vrai du reste, avait beaucoup plus de mérite que Christophe Colomb, que la fierté portugaise s'accommoderait mal de ne pas avoir mis Magellan à l'honneur. J'ai reçu très bon accueil, et Magellan a servi par la suite à une foule de gens qui n'avaient aucunement l'intention de tourner ce film qui pourrait être très beau du reste. C'était un homme entreprenant, affable, beau parleur, ajoutant quelquefois un petit peu à la vérité, truculent même, mais chaleureux et entraînant. La mission initiale de Rémy consiste à installer un réseau de surveillance des ports de la côte atlantique, de Brest à l'Espagne, en recrutant des agents parmi les professionnels concernés, pilotes de port, cheminots, postiers. Croyant, Rémy baptise son réseau CND, Confrérie Notre-Dame, qui sera à l'origine de très nombreuses opérations. Grâce aux renseignements de Rémy, le 27 février 1942, une opération combinée britannique est organisée. Des commandos sont largués au-dessus de Bruneval, au nord du Havre. Leur objectif, démonter un radar allemand qui repère les bombardiers anglais et le rapporter en Angleterre. L'opération Biting, ou coup de croc, est un succès. Les commandos ramènent également en Grande-Bretagne 2 prisonniers allemands, dont un radariste. Sans les informations de Rémy, rien n'aurait été possible. Le chef des services secrets britanniques affirmera plus tard qu'il considérait Rémy comme le plus extraordinaire agent secret qu'il ait jamais connu. La guerre secrète fait appel à des outils inattendus. Élégants foulards de soie imprimés avec des cartes de France ou des grilles de code. Les cartes sur papier de riz qui flambent en 1 seconde. La bague pour pilule de cyanure pour se suicider en cas de capture. Et même dans la poche, un discret pistolet stylo. Entre 1942 et 1944, une série de réseaux de résistance et de renseignement surgissent en France, couvrant chacun une fraction du territoire. Les hommes de Passy en créeront de nombreux. Dans ces réseaux se croisent des hommes, gaullistes ou socialistes, qui joueront plus tard des rôles considérables. Jacques Foccart, alias Binot, qui deviendra l'indispensable homme de l'ombre du général. Gaston Defer, alias Danvers, qui s'engage dans le réseau Brutus. Charles Pasqua, alias Prairie. Et même un certain Morland, de son vrai nom François Mitterrand. Après un épisode vichiste, il rejoint les réseaux gaullistes. En janvier 1942, les hommes du colonel Passy s'installent dans le plus grand secret, au 10 Duke Street, non loin de Hyde Park. Le service de renseignement de la France libre s'appellera désormais BCRA, Bureau central de renseignement et d'action.
La France libre a désormais son corps féminin. La jeune Teresca Torres intègre la structure. La population locale ne savait pas que nous travaillions au BCRA. On ne se promenait pas avec une étiquette « Je suis dans les services secrets de la France libre ». Nous appelions ça la maison chut-chut. Je me souviens d'un bureau pas très grand et que nous recevions du courrier qui venait de France, que nous classions. Je me souviens de grandes cartes avec des endroits probablement qui avaient été demandés par les résistances pour qu'on parachute du matériel ou des gens. Et je rencontrais le général de Gaulle souvent. Et à ce moment-là, je me mettais au garde à vous et je le regardais comme si je regardais Jeanne d'Arc. En janvier 1942, de très nombreux volontaires ont déjà rejoint le général de Gaulle. Seul problème, ils n'ont le plus souvent aucune expérience militaire et encore moins de la clandestinité. Ces néophytes du BCRA doivent être confiés aux moniteurs de l'Intelligence Service britannique, les services secrets anglais. Les stages se succèdent. Maniement d'explosifs, codage, sabotage, parachutisme. Pour apprendre à tuer un soldat nazi, les formateurs britanniques empruntent les médias de masse. Bandes dessinées, et même des courts-métrages. Right hand grips it, then pressure with the left to the back of the head and the throttle's complete. And that's the end of that one. A loop is made, then back and round the wrist it goes, so that any pressure on the hands will automatically cut the rope into the neck. If the prisoner remains still, he'll keep quite nice and snugly. But if he struggles, well, it's just too bad. He'll probably break his ruddy neck. Pendant que les agents secrets se battent sur le terrain, les affrontements politiques, donc la lutte pour le pouvoir, ne se relâchent pas. Depuis le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, le général Henri Giraud a hérité d'une partie des services de renseignement de Vichy. Il reproche à la structure gaulliste d'être composée de civils, donc d'amateurs, et à De Gaulle de l'utiliser à des fins politiques. Pour représenter la France, Giraud est le favori des Britanniques et des Américains, qui le préfèrent à De Gaulle, jugé à juste titre aussi obstiné qu'incontrôlable. Au Maroc, à l'hôtel Anfa, Churchill et Roosevelt tentent de réconcilier les deux généraux. Mais les deux hommes se détestent. Le contrôle des services spéciaux est une composante de leur rivalité. Aux yeux de Giraud, ils appartiennent à l'autorité militaire, quand le chef de la France libre les considère comme d'essence gouvernementale, c'est-à-dire exclusivement soumis aux ordres du politique. Après un an de lutte, De Gaulle l'emporte. Il fusionne les anciens services de Giraud avec le BCRA dans une nouvelle entité qu'il contrôle. De Gaulle poursuit son objectif, être l'unique représentant de la France libre, tant des combattants de Londres que des mouvements de résistance qui sont nés un peu partout en France. En 1942, il confie à un jeune préfet socialiste révoqué par Vichy, Jean Moulin, la difficile mission d'unifier la résistance intérieure, de lui faire reconnaître De Gaulle comme chef et de préparer la libération du territoire. Pour cette mission, les services de Passy aident le jeune préfet qui réussit à créer le Conseil national de la résistance. Il coordonnera l'ensemble du mouvement, syndicats et partis politiques. Désormais, pour les résistants de l'intérieur, le général devient l'unique chef de la France libre. C'est un tournant capital. La prépondérance de l'homme de Londres n'est plus contestable par quiconque. Et une fois encore, ses agents secrets lui ont prêté main forte. Avec l'assistance des Britanniques, les services du colonel Passy larguent au maquis des armes, des explosifs, des opérateurs radio, des instructeurs. Ils préparent avec la résistance des plans de sabotage pour aider la future invasion alliée et collectent des milliers de renseignements. Il n'y avait pas une compagnie allemande qui pouvait se déplacer en France sans que nous sachions exactement ce qu'elle faisait
où elle allait. Nous connaissions même les noms de ses officiers, les noms des sous-officiers, leurs emplacements, etc. Ceci a joué un rôle considérable, naturellement, au moment du débarquement. Dans la nuit précédant le débarquement, sur ordre du général Eisenhower, les plans secrets établis par le BCRA sont exécutés. Plan vert, plan de sabotage des voies ferrées destiné à paralyser l'acheminement des renforts allemands vers la zone de débarquement. Le plan Tortue, destiné à freiner le déplacement des unités blindées vers les côtes françaises. Plan rouge, dépôt de munitions. Plan noir, dépôt de carburant. Le 6 juin 1944, à l'aube, l'armada la plus importante de l'histoire attaque les côtes de Normandie. Grâce aux opérations menées par les hommes du colonel Passy et de Rémy, les Allemands ne peuvent amener les 12 divisions prévues sur les lieux du débarquement. La tête de pont est consolidée, la libération est en marche. Plus tard, les Américains reconnaîtront que les services secrets gaullistes avaient fourni 80% des renseignements qui avaient rendu possible le débarquement. Le 25 août, Paris est libéré. De Gaulle triomphe. La guerre n'est pas finie, mais la France est dans le camp des vainqueurs. Cette victoire est aussi celle des services secrets. Ils ont permis aux chefs de la France libre de devenir le seul interlocuteur des Alliés. Jamais dans l'histoire, leur rôle n'avait été aussi important. Avare de compliments, De Gaulle aura tout de même des mots chaleureux pour le colonel Passy, son jeune subordonné. Au colonel de Wavrin, l'un des premiers, l'un des meilleurs de mes vieux compagnons, amicalement. Le 28 décembre 1945, le général renomme les services secrets. Ils s'appelleront désormais SDEC, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage. De Gaulle a imposé sa vision. Les services de renseignement d'avant-guerre dépendaient de l'état-major. Le SDEC est aux ordres du président du Conseil. Le SDEC est en charge de l'espionnage à l'extérieur des frontières. Pour contrer les menées étrangères sur le sol français, la DST, Direction de la surveillance du territoire, est créée et confiée au jeune Roger Vibaud, qui avait parfaitement réussi cette mission au sein du BCRA. Mais De Gaulle n'aura pas le temps d'évaluer l'efficacité de cette nouvelle organisation. En janvier 1946, il quitte le pouvoir. 4 mois plus tard, le colonel Passy est touché par une obscure affaire de fonds secrets. Il est contraint de quitter le service. De Gaulle et Passy, ses créateurs, laissent le SDEC à sa destinée. Passy ne reviendra jamais dans les services secrets, sauf un quart de siècle plus tard, au cinéma. Il acceptera en 1969 de jouer son propre rôle dans le film de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres, où il donne la réplique à Paul Meurice et à Lino Ventura, qui joue le rôle d'un résistant, comme par hasard, producteur de cinéma. Je ne pourrais pas vous envoyer toutes les armes que vous me demandez. Car, comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée dans l'efficacité de la résistance française. Ils veulent garder tous les avions disponibles pour aller bombarder l'Allemagne. Mais je vais renforcer vos transmissions. Les nouveaux services spéciaux sont nés. Pour être pleinement efficaces et frapper si nécessaire sans mettre en cause la France, il ne leur manque qu'un bras armé, le service action. Le commandant Morlan du SDEC contacte Bob Maloubier, un jeune Français qui s'était engagé durant la guerre dans les services secrets britanniques. J'ai rencontré Morlan qui m'a dit « Quand tu rentres, si tu veux, j'ai besoin de gens comme toi ». Il avait besoin d'agents, de vétérans de 21 ans. Hein. Vétérans, n'oubliez pas qu'on était vétérans pour monter un service action. Donc, alors la première chose, ça a été la création du bataillon de choc, avec des gens qui soient capables de se mettre en civil, de sauter au sommet d'une montagne avec des skis, de plonger, de faire des opérations amphibies.
Donc le 11e choc, c'est ce qu'on a fait à l'époque. Le 11e bataillon parachutiste de choc, ou 11e choc, va devenir le fer de lance des services secrets. Mais avant tout, pour recruter, il faut communiquer. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Ton entraînement commence. Éducation physique, bien entendu, mais surtout parcours du combattant. Le parcours, une petite promenade de plusieurs centaines de mètres qui te réserve un choix particulièrement bien étudié d'embûches et de vacheries, résumé de tous les accidents de terrain qu'un guerrier peut rencontrer. Une gentille petite promenade en plein soleil sous l'obsédant contrôle du chronomètre. Alors j'ai dit à Morlan, dis donc, on n'a pas de nageur de combat. Ah, il m'a dit, je n'avais pas pensé à ça. Mais alors comment faire? On ne sait pas ce que c'est, nous, les nageurs de combat en France. Donc j'ai fait 2 stages de 6 mois en Angleterre. Et après, quand je suis rentré en France, j'étais le nageur de combat, donc j'ai créé les nageurs de combat. La marine française est en train de parfaire l'entraînement d'une formation d'élite, celle des nageurs de combat, appelés communément et contre leur gré les hommes grenouilles. Nos guerriers palmés, à la démarche maladroite, vont se transformer en oiseaux avant de devenir poissons. On imagine sans peine quels risques ces hommes doivent prendre et quelle somme de courage il leur faut dépenser avant de pouvoir dire « mission accomplie ». L'organisation que le général de Gaulle a mise sur pied dès 1945 ne va pas rester dans l'ombre bien longtemps. Ce sont les présidents du Conseil radicaux et socialistes de la 4e République qui seront les premiers à les utiliser à l'occasion des guerres de décolonisation. Jamais les services français ne seront aussi actifs que dans la période qui s'ouvre avec la guerre d'Indochine, se poursuit avec celle d'Algérie et se clôt avec les indépendances des colonies d'Afrique noire. En Indochine française, en août 1945, Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance du Vietnam. Le leader indépendantiste est en visite en France pour négocier l'avenir de son pays avec le président du Conseil, Georges Bidault. Les négociations échouent. Lorsque Ho Chi Minh regagne le Vietnam à bord du Dumont d'Urville, le pouvoir politique ne se prive pas de lui greffer 2 passagers supplémentaires chargés de s'introduire dans sa cabine afin de photographier ses notes secrètes. Mon ami est arrivé à rentrer dans sa cabine et tout photographier. La seule chose, c'est que l'appareil photo n'a pas marché. Donc quand il est rentré à l'époque, il est rentré au laboratoire et toutes ses pellicules étaient noires. Sinon, on aurait eu tous les papiers de Ho Chi Minh. Faute d'un accord avec la France, la guerre est inévitable. Trois mois plus tard, en décembre 1946, l'insurrection Viet Minh éclate contre la présence française. Les services secrets vont participer à cette guerre dans toute une série d'opérations clandestines. Pour contrer le Viet Minh communiste, les services spéciaux fondent le GCMA, groupement de commandos mixtes aéroportés. C'est le service action du SDEC pour l'Indochine. Il entend rallier les tribus des hauts plateaux laotiens aux troupes françaises. L'idée du GCMA a été de gonfler les minorités contre le Viet Minh. Et l'action principale, c'était la constitution de maquis. Des maquis anti-vietminhs à partir de minorités ethniques opposées aux Vietnamiens. Ça a très bien réussi. Ça a très bien réussi. Le GCMA forme ces minorités. Saut en parachute, contre-guérilla, mission de sabotage en tout genre. Ces jeunes recrues vont combattre le Viet Minh pour la France. Pour financer les opérations secrètes, mais aussi pour contribuer à conserver les paysans méos anti-Viet Minh dans le giron français, le GCMA va mener l'opération X. Ça consistait à acheter de l'opium dans la haute région
où il n'était pas cher et à le revendre par l'intermédiaire de la régie en partie sur la côte, et notamment dans les grandes villes, notamment Saigon. Et pourquoi ce trafic d'opium? Pour avoir de l'argent liquide, parce que les services spéciaux pour la guerre d'Indochine n'avaient pas assez d'argent. Le GCMA revend l'opium à la pègre de Saigon. Le service action du SDEC devient alors trafiquant de drogue. L'armée et les services secrets agissent de leur propre initiative. Le pouvoir politique laisse faire. À 1800 km au nord de Saigon, en novembre 1953, les troupes françaises se déploient dans la cuvette de Dien Bien Phu, position stratégique, nœud de communication entre le Vietnam, le Laos et la Chine. Pendant ce temps, tout autour, dans la jungle, des dizaines de milliers de Viet Minh acheminent des pièces d'artillerie et des armes lourdes démontées sur les contreforts de la cuvette. Les services de renseignement savent tout. Les hommes de Maurice Belleux, patron du SDEC en Indochine, ont installé un puissant réseau d'écoute des télécommunications vietnamiennes. On savait parfaitement ce qu'il y avait autour de Dien Bien Phu comme force viette, en hommes, en matériel. On avait même, par écoute, les écoutes radio, les codes Viet Minh n'étaient pas terribles et on les cassait facilement. On savait le nombre de mitrailleuses de DCA, on savait le nombre de canons, on savait pratiquement le nombre des munitions dont disposaient les Viettes. L'attaque du Viet Minh survient le 13 mars 1954. Un déluge de fer s'abat sur les Français qui se croyaient invincibles. Encerclés, ils sont pris au piège dans la cuvette. Le commandement n'a rien voulu savoir des avertissements du SDEC. Il a commis un péché mortel en matière militaire. Il a sous-estimé son adversaire. Faute d'avoir écouté leurs propres services et incapables d'assurer seuls le ravitaillement des assiégés, les forces françaises font appel aux services américains. La CIA organise une opération secrète conduite par une compagnie d'aviation dont elle était propriétaire, la CAT, Civil Air Transport. Les avions américains sont repeints aux couleurs françaises et procèdent à 682 largages pour tenter de sauver le camp assiégé. Mais il est bien tard. Le 7 mai 1954, après 7 semaines d'assaut, c'est la chute. 40 000 Viet Minh submergent la cuvette de Dien Bien Phu. La responsabilité n'en revient pas aux agents de renseignement, mais bien aux funestes erreurs tactiques et stratégiques de l'état-major. Les prisonniers français sont filmés et mis en scène dans une opération de propagande par le cinéaste soviétique Roman Karmen. Dien Bien Phu demeure un des plus grands traumatismes de l'armée française. Mais ce n'est que le premier d'une réaction en chaîne qui touche tous les territoires sous domination française. Cinq mois après Dien Bien Phu, c'est la Toussaint Rouge. Le 1er novembre 1954, une série d'attentats anti-français est commise en Algérie. C'est le début d'une nouvelle guerre. Devant la vigueur de la rébellion à laquelle l'armée a du mal à faire face, le socialiste Guy Mollet, chef du gouvernement, accepte rapidement un recours massif à l'action clandestine et à la guerre secrète. Le SDEC décide de faire appel à des voyous.
On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated, de pourvoyeurs d'armes du FLN et de financiers du FLN, si vous voulez, donc aller chercher un peu partout dans le monde. C'est quand même un métier très très spécial de devenir tueur à gages. Donc on a dit, vous êtes officier traitant, comme en Angleterre on avait des traitants anglais et nous qui opérions, et on va vous donner les opérateurs. Mais les opérateurs, on est allés chercher dans les prisons. Ils m'ont donné des petits délinquants qui, contre la promesse d'être mis en liberté, etc., et de voir effacer leur casier judiciaire, on dit, vous allez faire un coup. Bien sûr, ces gens-là, c'était pas des tueurs. Quand ils arrivaient, on leur donnait des armes, tout ça, ils larguaient leurs armes, ils rentraient en catastrophe à Paris. Le SDEC veut recruter de vrais tueurs. Il se tourne vers Joe Attia, un prince du milieu. Mais alors qu'il est envoyé en mission pour une exécution, il se fait arrêter au Maroc espagnol et risque de tout révéler. Le service doit le faire libérer. À ce moment-là, moi j'étais en rapport avec sa femme, qui s'appelait Carmen Cocu d'ailleurs. Carmen m'a appelé, elle m'a dit, Bob, il faut sortir le grand de prison. Si vous ne faites pas assez vite, j'en parle à la presse. Vous voyez à peu près la réaction dans notre bonne maison. Pour sortir Joe Attia de prison, le SDEC trompe la justice. Il va tenter de faire croire que Attia est l'assassin de 2 trafiquants retrouvés morts en forêt de Rambouillet. L'objectif, faire extrader le truand du Maroc. Ma maison est arrivée à obtenir qu'il y ait une reconstitution du crime. Et auparavant, on avait intelligemment fait fabriquer une gourmette en or, avec marqué à l'intérieur à Joe pour la vie, signé Carmen. Carmen était la femme de Joe. Donc on s'est dit, la commission va tomber dessus, une preuve, et Joe, on le réclame pour le meurtre de mon frère Lamourie, et il rentre. La commission est arrivée, on a fouillé partout, il n'y avait plus de gourmette. La gourmette avait disparu. Alors ils sont arrivés quand même à mettre dans un pot à tabac dans son bistrot un pistolet, à tirer une 2e fois la justice. Quand on leur a mis le nez dans le pot à tabac, ils ont découvert le pistolet. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que le jour du crime, il n'était pas en France. Donc il y avait un non-lieu, il était le roi du non-lieu une fois de plus. Joe Attia est libre. Le SDEC a retenu la leçon et ne tient plus à enrôler des truands. Il préfère recourir aux agents du service Action, sous couvert d'une organisation criminelle clandestine. Et les services secrets inventifs disent effectivement, nous pouvons participer à la destruction du FLN, et pour ça, éventuellement, nous pourrions inventer une organisation imaginaire qui s'appellerait la Main Rouge. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on dit c'est la Main Rouge. Et la Main Rouge n'existait pas du tout. Ça couvrait le service. C'est une excellente idée. Sous le nom de la Main Rouge, le service Action lance des opérations Arma, visant à détruire les armes destinées au FLN. Aux yeux du SDEC, l'équation est simple. Moins d'armes livrées à l'ennemi, c'est moins de soldats français tués en Algérie. À travers tous les ports d'Europe et du Maghreb, la Main Rouge frappe des navires transportant des armes. Aux trafiquants dont les cargaisons ont été détruites et qui n'ont pas cessé leur livraison au FLN, le SDEC réserve des opérations homo pour homicide. La Main Rouge assassine plusieurs marchands de canons dans toute l'Europe. L'opinion publique n'y voit que du feu. L'heure de la Ve République. Le général de Gaulle, élu président de la République, entre à l'Élysée. Au milieu de cette foule parisienne qui n'a pas oublié 1944 et qui n'oubliera pas 1958. Mais 44 était une fin et 58 est un début.
En mai 1958, soutenu par l'armée, De Gaulle revient au pouvoir. Michel Debré devient Premier ministre. Le nouveau président français rencontre le général Paul Grossin, le directeur du SDEC. Sans faire cesser les assassinats ciblés, il fixe 3 règles. Ces exécutions ne peuvent en aucun cas viser des Français. L'approbation du chef de l'État et du Premier ministre sont requises. Ils sont réservés au temps de guerre, hors du territoire français. Pourtant, après les trafiquants d'armes et les combattants algériens, des avocats défenseurs du FLN sont ciblés, même sur le territoire national. Lorsque le colonel Roussillon nous a dit on s'occupe des avocats, moi j'ai proposé qu'on s'occupe de Maître Vergès et de Maître Oussedic, qui me paraissaient les plus virulentes d'affaires. Roussillon m'a dit non, l'ordre est formel, on s'occupera de Maître Ould-Daoudia, que personne ne connaissait. Nous sommes réunis un soir chez une consoeur. Ould-Daoudia doit participer à cette réunion. Il n'est pas là. On téléphone à son cabinet, ça ne répond pas. On a localisé son bureau, on a étudié ses habitudes et on savait qu'à partir d'une certaine heure, le soir, il était seul dans son bureau, il n'y avait plus personne dans l'immeuble. Et à 9h, on s'est dit non, on ne va pas l'attendre, on va commencer le repas. Et s'il arrive, il va participer. Et c'est comme ça qu'on a assassiné Ould-Daoudia. Le lendemain, la concierge monte dans les différents étages. Et là, elle trouve un homme couché sur le ventre. Elle pense que c'est un clochard. Avec sa serpillière, elle le renverse. Et elle reconnaît Ould-Daoudia avec la poitrine pleine de sang. C'était d'une facilité enfantine. Maître Aoudia était inscrit au barreau de Paris. En contradiction avec les directives gaulliennes, le SDEC a opéré sur le territoire national. Il va bientôt s'en prendre à des ressortissants français. Muel, après Ould-Daoudia, s'apprêtait à me régler mon compte. Quant à Vergès et Oussedic, c'est vrai qu'on avait monté une action contre eux. On leur avait d'ailleurs envoyé la lettre de préparatoire en les prévenant qu'il allait leur arriver quelque chose. La lettre est très brève, très éloquente aussi. Toi aussi, et un numéro. Il n'y a pas de numéro 1. Il y a un numéro 2, c'est moi. Et puis ça va 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Et puis l'affaire ne s'est pas faite pour des raisons techniques qui ont foiré. Quelle raison? Une panne de voiture. La voiture n'a pas démarré? La voiture n'a pas démarré. Il faut dire qu'on n'était pas très riches et on n'avait pas un matériel performant. Et si elle avait démarré, Maître Vergès? Si elle avait démarré, on risquait de perdre Maître Vergès et Maître Oussedic. Constantin Melnik, russe blanc, petit-fils du médecin du tsar, surnommé Zdek Tartar, est au service du Premier ministre Michel Debré comme conseiller aux affaires de renseignement. Je pense qu'il y a eu un dérapage. C'est-à-dire que on est parti de l'idée que le trafiquant d'armes pouvait être éliminé, et de là, l'idée que l'on pouvait éliminer qui on voulait. Moi, l'hypothèse que je retiens, c'est que le dérapage est dû à des éléments non contrôlés. Nos ordres ne venaient que du pouvoir politique, puisqu'il y avait une liaison directe entre le service action et le Premier ministre. À l'époque, c'était Michel Debré. On nous a dit, on s'en prend au collectif des avocats. Une vraie question demeure, dans quelle mesure De Gaulle était-il au courant? A-t-il donné des ordres en personne ou s'est-il reposé sur la compréhension qu'avaient de ses intentions politiques ses plus proches collaborateurs? Imagine-t-on un instant qu'ils auraient poursuivi ces opérations s'ils n'avaient bénéficié du feu vert, utilité tacite, du chef de l'État?
Mais le général de Gaulle considérait tout ça un peu comme de l'intendance, si vous voulez. Dans 90% des cas, c'est le général Grossin qui, s'appuyant sur les directives générales du général de Gaulle, donnait des ordres à ses propres services. Et si une opération aboutissait à un résultat et qu'il n'était pas désavoué par le général de Gaulle, il estimait qu'il était dans la bonne voie et il continuait. La guerre d'Algérie offre au SDEC un terrain qu'il ne retrouvera jamais plus. Est-ce l'âge d'or du service action ou celui durant lequel il s'est affranchi durablement des lois de la guerre? Pour abuser encore davantage l'opinion publique et la presse, le SDEC fait même éditer un livre, en Suisse, La main rouge, présenté comme un reportage. Le SDEC devient une redoutable machine à tuer. Au cours de la seule année 1961, il aurait abattu 103 personnes, ce qui n'empêche pas les bavures. En juillet 1959, la voiture de Taïeb Boularouf est piégée à Rome, mais l'attentat le manque. Le trafiquant d'armes avait eu sa voiture piégée par une charge explosive qui était reliée par un fil de nylon pratiquement invisible et un hameçon accroché à la roue. Quand la roue se mettait en mouvement, le fil se tendait et la charge fonctionnait. Et là, il se trouve qu'un gamin qui jouait dans la rue a lancé son ballon sous la voiture. Le fil a été tendu. Je pense que c'est la seule vraie bavure qu'on ait enregistrée. Huit ans après la perte de l'Indochine, l'Algérie devient indépendante en 1962. Nombreux sont les hommes des services spéciaux qui voient là une nouvelle trahison du pouvoir politique. Pour nous, c'était une catastrophe, dont on ne s'est pas encore remis. Est-ce que vous montez un complot contre le général pour l'assassiner? J'y ai pensé. J'y ai pensé, et c'est d'ailleurs ce qui m'a provoqué des ennuis, parce que certains ont imaginé que si je m'occupais de ce problème, compte tenu des techniques acquises au service action et des moyens du service action, c'est un complot qui risquait de réussir. Alors on m'a mis à l'abri. C'est-à-dire? Donc j'ai passé 3 mois à Fresnes et j'ai été viré de l'armée un an après. La main rouge demeure un cas unique. Pseudo-organisation criminelle dirigée en fait par les services secrets. Elle va faire fantasmer toute l'Europe avant que l'énorme supercherie soit révélée. La paix revenue, Paul Grossin, alors patron du SDEC, trouve cet épisode plutôt plaisant et s'en réjouit, sans plus de formalité. C'était quoi la main rouge pour vous alors, mon général? La main rouge, c'est un genre de gens qui étaient si vous voulez, des révolutionnaires dans leur genre, et qui voulaient qui estimaient que le gouvernement français ne prenait pas assez de dispositions pour contrer, si vous voulez, les marchands d'armes ou les trafiquants d'armes. Ils ont fait leur travail eux-mêmes. La décolonisation se poursuit. L'Indochine et l'Algérie ont conquis leur liberté par les armes. Pour les colonies d'Afrique noire, les guerres ouvertes seront évitées. Le général de Gaulle a accepté qu'elles prennent leur indépendance. Mais ce ne sera pas si simple. Les services secrets seront fort utiles au président pour garantir l'influence de la France dans son précaré africain et son accès aux richesses du continent noir. Le lien entre de Gaulle et l'Afrique porte un nom, Jacques Foccart. Ancien du BCRA devenu homme d'affaires et réserviste du service action, il anime un réseau qui contrôle les intérêts de la France. Homme de l'ombre et des coups tordus, il est l'œil de Gaulle en Afrique et son poing. Chaque soir, il le rencontre en tête-à-tête dans son bureau de l'Élysée. De Gaulle et Foccart, non, c'est rien, c'est un truc qui m'a toujours étonné. C'est comme ça, parce que moi je suis allé
voir Foccart quand il avait son bureau à l'Élysée, qui était à côté de celui du général de Gaulle. Le général de Gaulle entrait, salut, bonjour Foccart, qui êtes-vous? Je me présentais, il me serrait la main, etc. Il repartait. Vous avez deux amitiés qui paraissent la carpe et le lapin. Si vous ne saviez pas que c'était Foccart, vous dites bon, vous y passez quelqu'un, vous dites bon, c'est un monsieur comme un autre, assez banal d'apparence. Mais par contre, quand vous commenciez à discuter avec lui et qu'il commençait à parler, là, vous vous rendiez compte que vous avez un type qui avait une connaissance de l'Afrique qui était extraordinaire. Je me souviens d'un jour avoir été convoqué par Foccart à l'Élysée. Quelqu'un a frappé à la porte et Foccart lui a demandé d'attendre. C'était au feu de Boigny. Alors vous voyez l'intimité qu'avait Foccart avec les chefs d'État africains. Fallait voir, quand il vous parlait avec un politique africain, il disait « Oh, mais tu sais, tu te souviens de ton père quand il était au village, quand il faisait ci, quand il faisait ça ?» Ça compte, hein. Surtout dans des pays dans lesquels la famille, la tradition, la tribu, ça compte. La famille de Foccart, ce sont les chefs d'État africains. Omar Bongo, Houphouët-Boigny, Bokassa, avec qui il aime parfois faire des safaris. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts tous les dimanches ou presque à inviter des responsables étrangers, africains ou d'ailleurs, hein, chez eux, passer le week-end en famille. Ce type, il vivait que pour ça. Alors bon, tout le monde était un peu quand même fasciné parce que vous, de temps en temps, vous avez envie d'arrêter. Hein, vous avez envie de dire, tiens, et si je me changeais un peu les idées? Lui, il vivait à 99% pour sa mission. Aux nouveaux pays indépendants, De Gaulle propose d'intégrer la communauté que la France a créée avec ses anciennes colonies. Mais la contestation n'est pas admise. Plusieurs leaders africains refusant le projet gaullien vont payer cher cet affront. L'expérience acquise dans la lutte contre le FLN va servir aux SDEC en Afrique noire. Le président guinéen Ahmed Sékou Touré refuse l'association proposée par le général. Il se rapproche du bloc soviétique. Le SDEC va dès lors s'employer à le déstabiliser et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Les services français font circuler de la fausse monnaie guinéenne qui inonde bientôt le marché. L'économie locale s'effondre. La manœuvre est malvenue et dérisoire car le leader guinéen se rapprochera durablement de l'URSS. Au Cameroun, le leader du parti d'opposition UPC, Félix Moumié, lutte contre le régime d'Amadou Ahidjo mis en place par Foccart. William Bechtel, ancien du BCRA, réserviste doyen du service Action, est envoyé à Genève pour l'assassiner. Bechtel a joué le journaliste qui voulait interviewer Félix Moumié. Et au cours du repas, Bechtel a empoisonné d'abord le pastis, l'apéritif, avec du thallium. Félix Moumié a trouvé que le pastis avait mauvais goût et ne l'a pas bu. Alors Bechtel a remis du thallium sur le plat de résistance. Ce qui fait qu'en partant, Félix Moumié a dit on ne va pas leur laisser l'apéritif qu'on n'a pas bu. Et il a bu l'apéritif. Autrement dit, il avait pris une double dose de thallium. Donc, il ne pouvait pas vivre très longtemps et il s'est rendu compte tout de suite qu'il était empoisonné. Quand l'Afrique explose, Foccart n'est jamais loin. Il joue un grand rôle dans la sécession katangaise de 1960 que la France appuie avec ses mercenaires autour de Bob Denard. Foccart est présent avec ses mercenaires lors de la sécession de la province pétrolière du Biafra, au Nigeria. Le soutien clandestin de la France a prolongé le conflit de plusieurs années et provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes dans une catastrophe humanitaire majeure. Derrière cette opération, en réalité, il y avait un intérêt pétrolier indiscutable des Français qui se disaient bah, tiens, si on met la main sur le pétrole, ça serait pas mal. En réalité, la guerre du Biafra, c'est une guerre entre les compagnies pétrolières, je dirais, anglophones, hein, et les Français. On peut habiller ça comme on veut, mais le fond de l'histoire, il est là. Au prix de milliers de vies. Pardon? Au prix de milliers de vies. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, je ne vous dis pas le contraire. À partir du moment, par exemple, où vous récupérez des minerais qui vont être traités ensuite en France
À partir du moment où vous extrayez du pétrole et que c'est du bon... Enfin, à partir du moment où vous avez des activités qui sont des activités qui vont apporter à l'économie française un développement, ben, évidemment, c'est une bonne justification quand même. Hein. Alors vous me direz, oui, mais peut-être que la partie amont a peut-être été très morale. C'est vrai, mais les autres font pareil. Alors vous me direz, c'est pas une excuse. Hein, ça, c'est vrai. Mais le monde n'est pas un monde angélique. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Sur le moment, on ne se pose pas de questions, puis après, en y repensant, on se dit quand même, est-ce que c'était bien ou mal? Et puis on se dit, bon, quand même, c'était pour la France, comme on dit. On feint de croire que Jacques Foccart serait une sorte de franc-tireur, un électron libre. Rien n'est plus inexact. Aux mains du général, il est une arme. Foccart est l'instrument du général, lui. Le général de Gaulle n'a jamais aimé les services secrets et ces méthodes de gangster des services secrets. Alors, il fermait les yeux, là, et puis il avait un Deus ex machina qui était Foccart. Il faisait ça par personne interposée, mais il ne voulait pas le savoir. Il a toujours considéré ça comme absolument nécessaire. J'ai tendance à croire que pour lui, c'était un mal nécessaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'avait pas... pour lui, c'était pas... Lui, c'était un soldat traditionnel, si vous voulez. La guerre du renseignement, il faut reconnaître que c'est pas très traditionnel. Depuis l'appel du 18 juin 1940, un quart de siècle s'est écoulé. Conçu pour lutter contre le nazisme, consolidé en Indochine, en Afrique noire et en Algérie, les services secrets français sont à la fois puissants, redoutés et très fragiles. Le milieu des années 60, c'est le pic de la guerre froide. Les services secrets français en font désormais leur priorité. À partir du moment où vous êtes en train de vous battre contre des gens qui sciemment aident les ennemis de la France et font tuer des soldats français, je ne vois pas en quoi j'aurais le moindre scrupule. À mon avis, c'est moins immoral que le bombardement d'une ville civile par l'Air Force, hein, où on tue des femmes et des enfants allègrement, sans état d'âme. Là, au moins, au service action, on s'occupe de l'ennemi du pays, ou de ses complices. Qu'il y ait eu des dérapages, malheureusement, tout ce qui se dit dans la presse n'est pas toujours inexact.